à cette nouvelle édition de FA tout de top, émission tout en senteur, émission tout en verdure aujourd'hui, émission entrepreneur avec Frankie Tawatiti. Yorana Frankie. Alors, la première question, personne n'y coupe, c'est toujours la même, quel que soit l'invité. Quel est le lien qui t'unit à notre commune de Faa? Est-ce que tu es né ici? Est-ce que tu habites ici? Est-ce que tu as grandi ici? En fait, les parents déjà ont acheté un terrain sur Faa. Moi, j'ai grandi sur Faa. Donc, quel quartier? On est juste en face du garage Miklus, en fait, côté montagne. Donc, en fait, après, j'ai grandi un peu partout, mais sinon, la maison familiale se trouve sur Faa. D'accord. Donc des racines quand même faayennes. Exactement, bien ancrées. Et alors, raconte-nous un peu ton parcours d'enfant. Tu vas à l'école où? Tu fais quelles études? C'est quoi le parcours scolaire de Frankie Tawatiti? En fait, collège-lycée, donc le bac, je l'ai eu au collège Pomaré 4. Donc c'était un peu au fait le collège où papa y est allé. Donc c'est un peu par expérience qui nous a mis là-bas, nous les enfants. Ensuite, dans la suite, c'est l'université, donc l'université de Polynésie française où j'ai passé un DUG, maths informatique appliqué aux sciences. Ensuite, juste après donc le DUG, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on commence à chercher du travail? Donc la question, mais en fait, je pense que j'ai eu la chance à cette époque d'avoir des amis qui m'ont dit, voilà, tu as un potentiel, tu peux continuer dans la filière informatique, parce que les mathématiques, c'était plus trop mon dada. Et donc, je les ai suivis en métropole. Donc, j'ai fait 3 ans en métropole et je pense que ça a été très formateur de partir en métropole. 3 ans en métropole, donc toujours dans l'informatique. Pour faire quoi au final alors? Tout à fait. Alors, en fait, à l'époque, j'avais un rêve. C'était un rêve parce qu'en fait, je souhaitais connecter la Polynésie française en faisant du réseau, en fait. Connecter de manière être proche parce que les îles sont tellement éloignées qu'il fallait trouver une structure ou alors un système qui permettait de relier toutes ces îles-là. Donc, en fait, j'étais plus dans le réseau, donc j'ai eu une maîtrise informatique, mais après, il fallait continuer en DESS pour vraiment se spécialiser, quoi. Et donc, en DESS, malheureusement, j'ai pas eu ma place en métropole, donc à Montpellier, parce que c'était sur dossier. Et donc, cette année-là, je suis revenu, et puis, donc, sachant que j'allais pas avoir mon DESS, j'ai commencé à postuler sur place. Donc, et l'année même où j'ai postulé, j'ai trouvé du travail. Donc, à cette époque, l'informatique était très, très demandée. Et donc, tu commences ta carrière professionnelle dans l'informatique, dans quelle société? On fait pas de pub, mais c'est... Ouais, en fait, c'est une société qui est aussi basée sur FAA, à Pamaté, qui est l'ODI, Océanienne d'Industrie. Donc, en fait, ODI est très peu connu, mais en fait, on connaît plus OSB, qui est l'Océanien des services bancaires. ODI, en fait, est une société qui est spécialisée dans l'édition personnalisée. C'est-à-dire que, pour faire simple, toutes les factures Vini, Tikiphone ou Vini, OPT ou Mana à l'époque, en fait, étaient imprimées par ODI, mis sous pli par ODI. Ensuite, l'OPT n'a plus qu'à récupérer le pli pour le mettre à la poste. D'accord, une société d'éditique, quoi. Exactement, tout à fait. Ok. Et donc, tu as passé combien de temps à ODI et qu'est-ce que tu faisais exactement au sein d'ODI? Alors, donc j'ai passé presque 10 ans à ODI. Donc, je peux dire que j'ai été formé à ODI dans le milieu professionnel. Donc, j'ai intégré en tant qu'informaticien. Donc, suite à ma maîtrise informatique, donc il y avait une demande en tant qu'informaticien où je développais en fait des programmes au background pour ODI, c'est-à-dire en fait on reçoit des fichiers bruts de la part des clients. Ensuite, ce fichier brut, il faut le remanier pour qu'il soit adapté aux imprimantes. Donc en fait voilà, donc je travaillais, donc j'ai commencé en tant qu'informaticien, adjoint informaticien. Ensuite, avec la volonté d'évoluer, il y a un poste qui s'est présenté en tant que responsable de production. Au début, je me sentais pas capable parce que je pensais que j'étais pas capable en fait de prendre ce poste-là. Mais mes amis de l'époque me disaient, mais il faut que tu te présentes parce que ce poste-là, il est fait pour toi. Quand je dis si eux ils croient que je peux le faire, j'ai postulé et finalement je l'ai eu. Donc je suis passé responsable de production. Je suis resté 2 ans, donc j'avais une équipe de 7 personnes.
Et donc en fait, je connaissais bien le milieu donc d'éthique, le milieu informatique, un peu de comptabilité, donc c'était bon au niveau de la facturation. Donc vraiment les compétences, je les avais au niveau de la production, mais bon, ce que j'avais pas, comment dire, vu venir en fait, c'est la partie gestion du personnel. Donc ça, c'est quand on n'est pas préparé à ça. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier, ouais. Et là, je pense que je me suis un peu cassé les dents, mais je me suis bien sorti quand même. D'accord. Donc 10 ans à ODI et puis changement de cap. Ouais, tout à fait. Et ça nous amène au Francky Tawatidi qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Alors raconte-nous à quel moment cette gousse de vanille commence à germer dans le fin fond de ton esprit. Oui, exact. Ben, en fait, moi, je vais dire que je remercie mes parents, parce que déjà, à la base, c'est que ce qui est bien, c'est que les parents, tous, leur mode de fonctionnement, c'est que tout ce qu'ils font dans l'esprit de le laisser aux enfants. Et donc ça, en fait, ça a mis du temps à germer dans mon cerveau, parce que, en fait, bon, je suis resté 10 ans à ODI. Mais je pense que les 3 dernières années que je suis resté à ODI, voilà, les parents se sont investis dans la filière vanille, donc en 2004, où ils avaient monté une des plus grandes sociétés agricoles de Polynésie française sous ombrière. Donc en fait, ça c'est en quelle année? En 2004. D'accord. Donc où on a mis en place 8000 m² de vanille sous ombrière. Ah oui, c'est pas rien. Oui, et puis donc en fait ce sont les parents qui ont décidé en fait après une fois qu'ils étaient à la retraite de faire la vanille. Donc bon. Mais ça ils le font ou pas sur Fa, ils le font dans les îles. Ouais, sur Fa c'est un peu difficile. Ouais, bon, il y en a qui 8000 m² d'ombrière sur Fa, je vois pas. Mais sinon on est sur Réatea, donc en fait mon grand-père est de Réatea, donc lui a commencé, il était agriculteur sur Réatea, donc il faisait déjà la vanille à l'époque, donc on a été sensibilisé un peu à l'agriculture et à la vanille, donc avec le grand-père, donc maternel. Et donc quand les parents sont revenus sur Réatea, voilà, le projet c'est revenir à la terre et se lancer dans la vanille. Donc ils ont fait un beau projet en 2004. Il était 8000 m² de vanille sous ombrière, c'est quand même un projet assez conséquent. Et moi, en fait, que j'ai commencé à m'y intéresser, c'est que, voilà, en fait, les parents s'étaient investis dans la partie production. Dans la vanille, il y a la production, il y a la préparation. Et donc, ces 2 étapes-là, ils les avaient faites à merveille. Donc, tout s'était bien passé. Mais il faut vendre la vanille. Exactement. Il restait la partie commercialisation. Alors que moi, quand je voyais mes parents, je leur disais, mais pourquoi, en fait, vous continuez à payer vos traites alors que la vanille est là, elle devrait se vendre. Et, bon, après, ils m'ont dit, bon, voilà, on n'a pas encore mis en place, en fait, comment dire, un process commercial. Et donc, à cette époque-là, j'étais encore à ODI, et puis, donc, moi, j'ai demandé à... Alors, juste pour qu'on comprenne un peu, oui. 2004, il commence le projet. Oui. La vanille, à partir de l'instant zéro, il faut compter combien de temps pour que tu commences à récolter? Bon, en fait, il faut compter 3 ans en moyenne. Donc, mais la première production, donc 2004, 5, 6, 7, 2007, on a une production, mais elle est encore minime. Et au fur et à mesure des années, en fait, on monte en puissance au niveau de la production. Donc, 2008, 2009, en fait, là, on commence à voir... Donc, passer ce premier délai de 3 ans, ensuite, c'est tous les ans. Exactement, exactement. Après, c'est tous les ans. Donc, je pose des questions parce que j'y connais pas grand-chose. Très bien, j'ai pas hérité de la main verte de ma maman. Non, mais c'est vrai que moi, je suis dans le processus déjà, et puis voilà. Donc, peut-être que si je saute des étapes, il faut me reprendre. Mais c'est vrai qu'après, une fois ces 3 années passées, donc la première production arrive 3 ans après. Ensuite, la production, elle arrive chaque année. Et donc, 2007, 2008, 2009, donc là, on a un stock de vanille assez conséquent. J'imagine, parce que 8000 m², ça produit combien de kilos de vanille ou de tonnes, ou je sais pas. Oui, en fait, 8000 m², dans sa plus haute productivité, on est à 1 tonne de vanille préparée, donc l'année, ce qui fait en moyenne 3 à 4 tonnes de vanille mûre. Ok, donc il y a un ratio de 3 à 1 entre la vanille verte, qu'on cueille directement, et puis une fois qu'elle est séchée, préparée. Avec des secrets de famille qui se transmettent de génération en génération. Ok. Exact. On a un ratio de 3 pour 1 en moyenne.
Et donc, en fait, donc les parents, voilà, ils se sont bien investis dans la production et la préparation. Donc, moi, quand ça a commencé à faire tilt dans ma tête, c'est que, voilà, quand j'ai vu l'alerte des parents au niveau de la commercialisation, et j'ai décidé, en fait, de prendre cette partie commercialisation. Donc, en 2009, j'ai démarré. Mais toujours en étant à l'ODI. Exactement. Un peu en parallèle, quoi. C'était en parallèle. Et donc, en fait, mais je voyais très bien que c'était pas évident d'avoir un pied dans la partie agriculture et un pied dans l'éditique avec Odi. Donc, je demandais, en fait, j'ai demandé à mon patron de l'époque, d'ODI, donc de pouvoir, en fait, fonctionner pour que je puisse travailler la partie commercialisation. Et donc, en fait, ce qu'il m'a proposé, c'est de prendre disponibilité. Donc, ce que j'ai accepté, hein. Donc en 2010, j'ai pris 6 mois de disponibilité, donc en février 2010. Et voilà, j'ai commencé à vraiment travailler sur la partie commercialisation. Donc je suis vraiment content parce qu'en 2010, j'ai commencé à travailler avec les grandes structures locales, genre Carrefour, tout ça. Carrefour, Champion, et puis on s'est bien intégré au niveau local. Et puis au niveau international, en fait, on démarrait aussi le Salon international de l'agriculture. Oui. Donc en métropole, donc en fait, on souhaitait à l'époque en fait se mesurer en fait en partant en métropole, savoir où on était au niveau de la qualité de notre préparation de vanille. Et donc en 2010, donc au niveau du Salon international de l'agriculture, on a passé le concours général agricole. Et là, en fait, on a eu notre première médaille d'argent en 2010. Ah oui. Et donc, en fait... Ça, j'imagine que c'est un bon sésame pour aller démarcher les clients. Tout à fait, en fait, mais ça ne suffit pas. En fait, il faut la médaille d'or. Non seulement il faut la médaille d'or, mais en fait, je pense que les professionnels, ils ont un regard assez extérieur, mais ils attendent de voir ce que tu vas produire dans le temps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2011, on s'est représenté, 2012, on s'est représenté. Et donc, on a eu 3 médailles d'argent, de 2010 à 2012. Et notre première médaille d'or, elle est arrivée en 2013. Ah oui, donc là, les fournisseurs se disent, j'ai quelqu'un en face de moi qui est sérieux, qui est capable de maintenir une qualité d'une année sur l'autre et qui va en progressant. Même. Exactement. Et en fait, ce retour-là, on l'a eu des professionnels. On a dit, bon, ça peut être un hasard d'avoir... Bien sûr, une année exceptionnelle. Une année, voilà. Mais l'avoir dans 3 fois de suite, et ensuite une médaille d'or. Voilà, donc ils ont bien compris c'est qu'il y a une base qui a été mise en place. Donc la base, on va dire que ce sont les parents qui l'ont mise en place. Ouais. Au niveau de la production, au niveau de la préparation, après la commercialisation, une fois qu'on commence à se faire connaître localement et à l'international, les commandes, elles tombent toutes seules. Alors, on va revenir un peu sur la partie production. Ça, bon, tu nous as expliqué, à l'origine, c'était parents, mais j'imagine que tu as forcément, toi aussi, dû t'imprégner du process, y participer, patir trima trepo. Et alors, est-ce que vous avez suivi, tes parents comme toi, des formations, ou est-ce que c'est un savoir-faire qui est là depuis toujours dans votre famille? Tu nous disais que ton grand-père maternel était agriculteur, donc est-ce que ça vient de là, ou est-ce que vous avez suivi des formations? Alors, je pense qu'il y a un peu de tout. Maman, quand j'analyse, donc en essayant de répondre à ta question, quand j'analyse les différentes façons de travailler que l'on a, maman, elle travaille avec le contact de la plante. Limite, elle va parler à la plante. Ouais, ça, c'est les femmes, ça. Voilà. Donc, ça, c'est, voilà. Il faut qu'il y ait un rapport avec la plante. Donc, voilà, ce rapport-là, on va dire qu'il y a une force qui s'établit, il y a un lien qui s'établit entre... Nous, les hommes, on n'est pas assez intelligents pour faire ça. Non, mais je le dis sincèrement parce que je le pense. Ouais, et puis ensuite, donc il y a papa qui est, comment on va dire ça, très cartésien. Voilà, donc, ça c'est nous. Ça c'est nous, ça. Donc 1 plus 1 égale 2, c'est pas 3. Et donc lui, il va se documenter, il va essayer de voir quelles sont les formations. Donc il y a des formations en tant que préparateur, donc qui sont données par les Pic Vanille. Donc on a suivi en fait papa, maman, les sœurs ont suivi en fait ce diplôme de préparation. Mais voilà, donc chez nous, il y a ce contact avec la nature, il y a aussi beaucoup de documentation.
Et après, par l'expérience, donc ça aussi, c'est papa. Donc 1 plus 1 égale 2. Donc si je fais ça, donc je regarde qu'est-ce que ça fait. Donc ensuite, il améliore le processus. Donc voilà, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on maîtrise assez bien la production. Et donc aujourd'hui, votre société, elle est rodée, elle est connue. Elle s'appelle Hotu Vanilla, hein, ça. Vous avez un produit de qualité qui est distribué aussi bien localement qu'à l'international. Est-ce qu'il y a une distribution, on va dire, hermétique des tâches? Papa fait ça, maman fait ça, toi tu fais ça. Alors je ne sais pas si le reste de la fratrie participe, combien vous êtes dans votre joyeuse bande, mais est-ce que vous êtes tous polyvalents ou est-ce qu'il y a une séparation des tâches? Alors, il y a une séparation des tâches, mais en même temps, on s'intéresse à ce qui se passe dans les autres compartiments. Donc, papa, lui, c'est le responsable au niveau de la production. Donc, c'est lui qui suit en fait la production. Donc, quand elle va bien, donc c'est à lui c'est lui qui donne les informations. Quand il y a des soucis, donc c'est lui qui fait les retours. Maman, en fait, s'occupe de la partie préparation. Donc voilà, sensibilité, le doigté, c'est vraiment. Ensuite, moi, je m'occupe de la partie commercialisation, donc rendez-vous local, rendez-vous international, donc même par Skype, ça maintenant c'est le train-train quotidien. Ensuite, j'ai 2 sœurs, donc une petite sœur et une grande sœur, donc en fait qui sont en activité, mais qui ont toujours en fait ils ont un mot à dire en fait dans la structure familiale. Donc on fonctionne comme cela, en fait on se réunit les 5 et puis on essaye comme une société en fait, voilà, on regarde dans l'année qu'est-ce qu'on va faire et quels sont les objectifs pour les années à venir. Donc on concerte ensemble. Et après, donc quand chacun rentre chez soi, donc Riatea, Tahiti, Fa'a, ben voilà, chacun sait ce qu'il y a à faire et ce qui sera fait donc dans l'année. Et voilà en fait comment on fonctionne. Mais en même temps, je croise les doigts parce que je souhaiterais vraiment que mes sœurs s'intéressent un peu plus. Mais bon, pour l'instant, c'est leur calendrier qui les en empêche. Bien sûr. Mais peut-être que comme toi, à un moment donné, elles vont décider de franchir le pas complètement. Donc ça va prendre un peu de temps et voilà, on reste patient. Alors, tu nous parlais de la production avec ton papa, Guy, qu'on salue. Et ta maman, bien sûr, aussi, qu'on salue. Tu nous parlais de problèmes. Oui. Quels sont les problèmes que rencontre un vanilliculteur? Un vanilliculteur Maladie, intempéries, vandalisme, je ne sais pas. Heureusement, on n'est pas encore dans cette ère de vandalisme. Ouais. Mais bon, je sais, j'en ai entendu parler que dans Ataha, il y a eu des vols de gousses de vanille. Mais je pense que de manière générale, en Polynésie, non, c'est vraiment exceptionnel. Donc on peut dire que ce genre de problème, on ne les connaît pas. Mais pour le vanilliculteur, en fait, déjà, nous, quand on s'est installé, on est dans la baie de Whāroa. Et donc, on n'est pas loin de la route traversière. Et en fait, quand les parents ont commencé à s'implanter donc à Whāroa, tout le monde disait, mais en fait, tous ceux qui ont planté ici, ils n'ont pas réussi. Alors, vous êtes à Whāroa sur des terres familiales ou sur les terres agricoles allouées par le non, pays? Tout à fait. Ce sont des terres agricoles, donc louées au pays. Donc ça permet en fait, c'est bien en fait, parce que ça permet justement à des agriculteurs de ne pas trop avoir à investir, sauf s'ils ont un terrain. S'ils sont propriétaires terriens à la base. Mais... Voilà. Et donc, mais nous, voilà, sur ce qu'on voulait faire, ce que les parents voulaient faire, il fallait un espace assez conséquent. Mais sinon. Donc, tout le monde vous disait que Whāroa, pour la vanille, c'est pas bon, c'est trop humide. Tout à fait. C'est pas le lieu, donc vous n'allez pas réussir parce que beaucoup de gens ont essayé de planter à cet endroit. Et puis bon, papa il a dit, on verra. Mais je pense que ce qui a beaucoup aidé, c'est sa manière de voir les choses. Il a dit, la première chose qu'il va faire sur le terrain, c'est de drainer l'eau. C'est vraiment la chose importante, quoi. Et grâce à ces drains, donc en fait, l'eau s'évacue rapidement, donc n'a pas le temps de stagner en fait. La vanille n'aime pas ça.
Exactement. En fait, la vanille n'aime pas l'eau qui vient de la terre. Donc, ça veut dire que l'humidité, en fait, ambiante qui reste et qui vient de la terre, elle n'aime pas ça. Par contre, l'humidité, comme la rosée du matin, ça, elle adore ça. D'accord. Mais voilà, mais faut pas que ce soit une humidité qui reste constante parce qu'en fait, ça favorise les champignons. Et donc, en fait, s'il y a trop de champignons, donc en fait, la gousse déjà la liane en elle-même, en fait, il y a des champignons, donc elle risque de mourir. Et si la liane elle arrive à survivre, la gousse, quand elle a été mariée, elle ne tient pas jusqu'à maturité. Donc voilà, donc, le processus pour avoir une gousse à pleine maturité, il y a beaucoup de paramètres qui font que ça ne marche pas, quoi. Donc ça veut dire que tous les jours il est dans les serres. Il observe ses lianes et il regarde. Exact. Tous les jours en fait, donc voilà, c'est tous les matins. Donc après, aller visiter, être dans ces serres à Faroua de bon matin, ça ressemble pas à du travail, quoi. C'est un plaisir. Ouais. On est dans la nature. Le contact avec la nature, c'est même moi en fait, je pense même, je veux dire, c'est tous les enfants. Ce contact, ce retour à la nature, ça on le retrouvera pas dans un bureau. Ouais. Ça c'est sûr. Et donc en fait, c'est aussi ça en fait qui a fait que on a un produit, on a ce contact avec la nature, on a en fait un potentiel d'exportation par rapport à notre produit. Je crois que c'est un peu tout ça qui a fait que je suis décidé en fait à quitter mon travail. Donc là, 2010-2016, ça fait à peu près 6 ans. Pas de regret d'avoir quitté le monde de l'industrie, de l'informatique, des grosses imprimantes et de la programmation. Pas de regret. Pas de regret du tout. En fait, j'ai quitté en 2012. Et puis ce que j'ai aujourd'hui, en fait, on va dire que ça n'a pas de prix. Moi, j'appelle ça la liberté de temps, de s'organiser comme on veut et dire en même temps, je pense qu'il faut être assez rigoureux. Hein. Mm-hmm. Sinon, c'est trop facile de se reposer sur ses lauriers parce qu'en fait, on n'a pas de contrainte de temps. Il y a pas de. En fait, son planning, on l'organise soi-même. Et non, en fait, je suis même heureux de vivre comme ça. Donc je peux déposer mes enfants, je peux les récupérer, donc je peux organiser mes rendez-vous en dehors de ces plages horaires. Donc s'il faut travailler le samedi, donc je peux faire une réunion le samedi. Si je dois faire une session Skype le dimanche, j'en fais un. Donc moi ça me dérange pas, je suis déjà à la maison, donc j'en profite. En même temps, voilà, je peux optimiser mon temps et je suis aujourd'hui encore très content d'être comme ça. Alors, petite question, la vanille, il y en a ici, mais il y en a aussi à Madagascar, il y en a dans d'autres pays. Qu'est-ce qui distingue notre vanille des autres vanilles et vous, comment est-ce que vous arrivez à tirer votre épingle du jeu justement par rapport à la concurrence internationale? Comment est-ce que vous vous vendez? Fais-moi le pitch de la vanille de Tahiti. Non, mais en fait, je suis un acheteur chinois et j'ai plusieurs vendeurs. C'est pas le bon exemple. C'est pas le bon exemple. Bon, allez, explique-nous un peu. Un acheteur allemand. Je suis un acheteur allemand et j'ai des vendeurs de Madagascar d'ailleurs qui veulent tous me vendre leur vanille. Pourquoi j'achèterais la vanille de Tahiti? Tout à fait. Et qui en plus de ça coûte plus cher que toutes les autres. Et en plus. Et donc en fait, voilà, et ça on va dire que c'est un speech qu'on a fait, en fait, qu'on a appris à améliorer un peu grâce au salon à l'international qu'on fait. Hein. En fait, on a repris en fait les qualités de notre vanille. La grande différence entre notre vanille, donc notre vanille de Tahiti et la vanille de Madagascar, donc les autres variétés, c'est que notre vanille mûrit sur pied. Elle arrive à pleine maturité sur la liane. Ce qui n'est pas le cas des autres. Ce qui n'est pas le cas des autres vanilles. Donc en fait, on n'a pas la même variété. Et là, on a vraiment de la chance d'avoir cette variété-là. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que d'un côté, donc chez nous, on a un fruit qui arrive à pleine maturité, donc en fait, qui prend le temps de mûrir et d'accumuler les arômes. D'accord. Si on prend l'exemple de Madagascar, en fait, la gousse, quand elle mûrit, quand elle commence à être marron sur le bout, en fait, elle éclate. Elle se fond. Ah ouais, donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont la récolter avant maturité.
Donc là, déjà, en fait, on a un produit qui est complètement mûr, avec un produit qui n'est pas arrivé à maturité. Ensuite, à Madagascar, ils ont un process pour la faire mûrir en 24 heures. Ils font ça comment? Ouais, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ils vont prendre, en fait, leur vanille qui n'est pas mûre, en fait. Ensuite, ils vont l'ébouillanter pendant 2 à 3 minutes. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ça tue le processus. La gousse, on va dire, elle meurt en quelques instants. Bam. Ensuite, ils vont la laisser reposer dans une boîte. Et le lendemain, ils vont ouvrir, ils vont regarder toutes celles qui sont toutes noires. Ils vont les retirer. Et s'il faut laisser un peu plus de temps, ils vont laisser 24-48 heures. Mais on va dire au maximum 48 heures, les vanilles vertes sont mûres. Ah oui. Ce que nous, on n'a pas. Nous, on n'a pas besoin de faire ça. Nous, c'est un mûrissement naturel. Exactement. Et déjà là, en fait, le distributeur allemand, il nous regarde avec des gros yeux. Il dit, donc la qualité, elle est là. En fait, la qualité, nous, en fait, au niveau des arômes, on va dire qu'on a un bouquet aromatique parce que la gousse, elle a pris tout son temps pour accumuler. En fait, la sève, la taille est la même ou il n'y a pas vraiment la différence n'est pas. Alors, au niveau qualitatif, il n'y a pas d'énorme différence de qualité entre la petite taille et la grande taille. On va dire qu'un professionnel, en fait, il ne va pas s'amuser à ouvrir plusieurs petites gousses, en fait, parce que lui, il a besoin d'utiliser donc des grandes gousses, comme ça, il en ouvre moins. D'accord. Mais pour la maison, on ne va pas s'amuser à ouvrir une grande gousse, parce qu'on va utiliser que la moitié de la gousse. Donc voilà, en fait, le speech pour le marché public, c'est tant mieux acheter des petites gousses, comme ça vous en utilisez une, et puis ça suffit pour la maison. Donc nous, l'élément différenciateur, c'est réellement ce mûrissement sur pied qui développe cette gamme aromatique très, 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 très large et très, très dense. Exactement. Ça, c'est une partie en fait, de la qualité de notre vanille. Ensuite, la deuxième partie, donc, c'est au niveau de la préparation. Ouais. Donc en fait, on a vraiment une méthode de préparation qui est, on va dire, ancestrale. Donc aujourd'hui, on utilise encore la même méthode de préparation. Il y en a beaucoup qui pensent. Maintenant, je ne sais pas comment ils la préparent à Madagascar. Mais en fait, le processus général est le même. C'est-à-dire qu'il faut exposer les gousses de vanille au soleil et pour qu'elles perdent en eau. Pour les assécher. Ouais, exactement. Mais ici, en Polynésie, c'est pas tout à fait comme ça qu'on fait. En Polynésie, en fait, on va faire transpirer la vanille. Donc, on va pas la sécher par le soleil. En fait, on va la mettre au soleil pour qu'elle est chaude. Ensuite, on l'enveloppe dans un tissu qui va absorber qui va faire office de sauna. On la met dans une boîte et elle continue à transpirer. Et donc, si le lendemain, c'est encore chaud, c'est que la température, elle s'est conservée. Donc, il faut qu'elle transpire, Dès que la température descend, on ramène au soleil. Donc, en fait, on fait de la transpiration, en fait. D'accord. Et c'est ça qui fait que peut-être qu'au niveau des huiles, en fait, l'eau se transforme en huile. Et au niveau, c'est l'huile, en fait, qui contient toutes ces molécules aromatiques. Et plus la vanille est huileuse, plus elle sera parfumée et plus, on va dire, elle a une présence au niveau des gâteaux, au niveau de tout ce qu'on va préparer avec. Alors, tu nous parles de gâteaux, mais quels sont les usages aujourd'hui de la vanille, enfin de notre vanille? Je ne parle pas des autres, mais est-ce que c'est uniquement pour la pâtisserie ou est-ce qu'il y a d'autres usages que la pâtisserie? Je pense qu'au départ, c'est majoritairement la pâtisserie. Donc, gâteaux, tartes et des choses comme ça. Donc, la pâtisserie en général. Mais ensuite, voilà, je pense que la plupart des chefs pâtissiers ou des chefs cuisiniers, en fait, ils aiment faire des mélanges. Et aujourd'hui, en fait, on retrouve, comme par exemple chez nous, le mémé sauce vanille. Oui, souvent au menu. Oui. Ouais, exact. Donc, en fait, voilà, je pense qu'il y a une déclinaison sur du salé aujourd'hui. Et donc voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, on utilise la vanille de Tahiti aussi bien dans le sucré que dans le salé. Et même, cosmétologie, pas tellement. Alors, cosmétologie, parfumerie. Si, mais pas énormément parce qu'en fait, la gousse de vanille elle coûte trop cher.
Ils utilisent des huiles de synthèse, des choses comme ça? Non, en fait, ils vont préférer utiliser en fait, la gousse de Madagascar. Donc oui. là, on va dire, voilà, ils peuvent utiliser des quantités. Tu dis qu'on est plus cher, mais on est plus cher dans quel rapport par rapport à la vanille de Madagascar, par exemple? Il faut multiplier par 7, entre 7 et 10 le prix de Madagascar. Ah oui, quand même. Mais bon, pardon, ça c'était à l'époque. Mais aujourd'hui, voilà, ça a baissé. Aujourd'hui, je pense que la vanille de Madagascar, elle doit se vendre autour de 18 000 francs le kilo, 18 000, 20 000 francs le kilo. Bon, par contre, nous, la nôtre, elle est en moyenne 45 000 francs le kilo, quoi. Donc, là, on parle de la vanille préparée. Préparée, exactement. Ouais. Alors, justement, tu nous parles de prix, de variation. Qu'est-ce qui définit le prix de la vanille de la nôtre, mais aussi des autres? Est-ce qu'il y a une bourse de la vanille? Est-ce qu'il y a un Wall Street de la vanille? Comment ça s'organise? Je sais que chez nous, il y a une filière classique, on va dire, avec des producteurs, ce qu'on appelle les onins, qui achètent cette vanille, qui la préparent ensuite. Mais bon, visiblement, il y a d'autres filières comme la vôtre où vous vous occupez de tout, de A à Z. Mais qu'est-ce qui définit le cours de la vanille? Alors déjà, il n'y a pas de Wall Street au niveau de la vanille. Mais bon, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Par contre, pour la vanille de Tahiti, parce qu'elle a vraiment de la valeur, elle a une valeur ajoutée. Ensuite, donc, alors dans la filière de la vanille, donc il y a 3 corps de métier. Donc il y a le producteur, donc lui qui a sa vanille mûre et qui la vend, en fait, qui la met sur le marché. Et là il y a les onins, donc les préparateurs qui achètent la vanille mûre. Et donc qu'est-ce qui fait cette variation en fait de prix? C'est simplement, moi je dirais, ce sont les préparateurs. Donc là, c'est vraiment l'offre et la demande, quoi. Exactement. En fait, aujourd'hui, en Polynésie, en fait, les préparateurs sont aussi exportateurs. Dans la plupart des préparateurs sont des exportateurs. Donc, en fait, ils ont leur clientèle à l'export. Donc, en fait, ils savent de combien de kilos, voire de tonnes, ils auront besoin. Maintenant, si le producteur donc n'a pas assez de vanille et que le préparateur sait qu'il doit fournir son client, donc il est prêt à monter le prix pour pouvoir racheter un maximum de vanille mûre. Par contre, comme ça s'est passé en fait 2009-2010, en fait, il y a eu un effondrement du prix de la vanille mûre, parce qu'en fait, il y avait à cette époque trop de vanille mûre sur le marché. Et donc le préparateur dit oui, mais moi j'ai pas besoin de plus que ce que je vais acheter. Donc si tu veux que je t'en achète aussi, je vais t'en acheter à un très bas prix. Et je pense que ça a fait beaucoup de mal à la filière. C'est que suite à cet effondrement du prix de la vanille mûre, beaucoup de producteurs ont arrêté parce que ce n'était plus rentable pour eux. Ils n'arrivaient plus à payer leur retraite. Alors, question bête. Je suis producteur. J'ai produit 5 tonnes de vanille mûre. Super, j'ai bien bossé cette année. Je vais donc à une vente de vanille où il y a les onins qui sont là, et puis le prix qu'ils m'annoncent, franchement, je me dis non, je ne peux pas vendre à ce prix-là, c'est pas possible. Il se passe quoi? Je jette ma vanille ou elle se conserve? Alors, la vanille mûre ne se conserve pas. Pas plus de 2-3 mois. Donc, en fait, il faut commencer après à la préparer. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le producteur peut décider de ne pas la vendre parce que le prix proposé par le préparateur est trop bas. Donc, soit il attend la prochaine vente, donc en espérant que la prochaine vente va se réaliser dans les semaines voire mois qui suivent. Si ce n'est pas le cas, donc il essaie de trouver en fait un acheteur. Donc là, il va trouver d'autres contacts qui sont prêts à acheter à un prix plus élevé que proposé par les préparateurs. Et si vraiment il ne trouve rien, je pense qu'il n'a pas d'autre choix que de la préparer. Et est-ce que tous les producteurs sont capables de préparer leur vanille, ou est-ce qu'il y a des gens qui ne font que ça, de la préparation, sans forcément avoir de clients à l'extérieur? Oui, il y en a. Donc en fait, avant, je pense que les producteurs ne faisaient que la production, que de l'agriculture. Maintenant, voilà, à cause de ça, donc ils sont obligés d'être préparateurs. Parce que l'avantage de notre vanille, c'est qu'elle se conserve très bien. Donc une fois qu'elle est préparée,
Et si elle est dans de bonnes conditions de conservation, elle peut tenir 3 à 5 ans. Oui. Et donc là, on a largement le temps de trouver un acheteur dans les 3-5 ans. Donc, je pense que c'est un peu pour ça que nous, aujourd'hui, on pense que voilà, il y a un potentiel. Si le client n'est pas là, je pense qu'on va le trouver dans les 3 années qui vont arriver. Hein. Donc voilà comment ça se passe. Le marché à l'international, le marché local, je pense qu'on le connaît relativement bien. À l'international, est-ce qu'on a exploré toutes les zones géographiques potentielles? Est-ce qu'on a exploré tous les usages potentiels? Ou est-ce que tu penses qu'il y a encore des niches ou alors carrément des zones entières, des pans entiers de prospects qu'on n'a pas touchés pour l'instant? Alors, moi sans révéler de secrets. Des retours que j'ai en fait des distributeurs internationaux, donc en fait on est bien au-delà de la capacité du marché international, bien au-dessous, pardon. Ah, bien au-dessous. Ouais. On est bien au-dessous. En fait, donc à une époque on était peut-être entre 10 et 15 tonnes d'exportation. Ça, c'est pour l'ensemble des producteurs polynésiens. Oui, exactement, en Polynésie, donc pour l'ensemble des producteurs, préparateurs, exportateurs. Ouais. Là, on parle de vanille préparée. Hein. Exactement, au niveau de la vanille préparée. Et bon, là, vraiment, cette année comme l'année dernière, je pense que si on arrive à exporter 5 tonnes, c'est déjà bien, tellement la production a chuté. Et le potentiel de la vanille de Tahiti, donc sans exagérer, elle tourne autour de 40-45 tonnes de vanille préparée. Et ça, c'est uniquement avec les marchés existants. Maintenant, il y a des niches qu'on n'a pas explorées. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a encore des choses à faire. Il y a la Chine, les pays asiatiques qui sont en train de monter en puissance. Et donc, mais est-ce que la Chine, ils vont pas se mettre eux-mêmes à produire de la vanille, quoi? C'est toujours la question avec la Chine. Hein. Oui, en fait, une année, ils viennent, ils t'achètent ton produit. La deuxième année, ils t'achètent le pied. Et puis après, ils plantent chez eux. Ouais, tout à fait. Non, mais en fait, c'est une bonne question parce maintenant, voilà, si on ne fait rien, nous, au niveau local, je pense que la filière elle ne va pas perdurer. Hein. Enfin, on va toujours trouver en fait des acheteurs parce que la qualité elle est là, le sens de savoir-faire elle est là. Je pense que l'appellation vanille de Tahiti elle est là, donc c'est quand même c'est bien pour nous. Mais maintenant voilà, il y a comme on disait, on est la seule variété dont la gousse de vanille mûrit sur pied. Et maintenant que beaucoup de pays savent ça, ils sont en train de récupérer notre variété de lianes pour les planter chez eux. Donc la Papouasie-Nouvelle-Guinée, elle a déjà démarré. Donc aujourd'hui, ils sont à plus de 200 tonnes de vanille préparée. Ah, donc ils produisent plus que nous. Exactement. Alors qu'ils ont démarré bien après nous. Mais comment on explique qu'ils aient beaucoup plus de production que nous? Alors peut-être que c'était une volonté politique de partir sur ce produit-là. Donc, je n'ai pas la réponse exacte, mais voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils ont notre variété, mais pas encore la qualité que nous produisons. Et pas de label encore. Et pas de label. Donc, nous, en fait, je pense qu'on met trop de temps à se protéger parce qu'on ne regarde pas assez ce qui se passe à l'extérieur. Mais comment ils ont fait pour récupérer notre variété? Ils sont venus ici, ils ont acheté des lianes, ils les ont trimballées Ça, on ne sait pas. Donc, normalement, je pense qu'il y a des lianes qui sont sorties de Polynésie française et soit ce sont des personnes qui sont allées s'installer en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bon, j'ai entendu qu'il y a des gens d'ici qui sont partis dans d'autres pays asiatiques pour planter notre vanille. Mais voilà, donc... Ce qui est sûr, c'est qu'on va trouver notre variété à l'extérieur. Maintenant, nous, on a tout intérêt en fait, à se protéger localement pour que les acheteurs, les distributeurs à l'international arrivent à faire la différence entre notre vanille et les autres vanilles de notre variété qui sont à l'extérieur. Quoi. Donc, voilà, donc il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers et il faut continuer de bosser, de solidifier les réseaux, d'asseoir la réputation de notre vanille, enfin tout ce travail-là. Tout à fait. Alors,
Je pense que en même temps, bon, il y a l'EPIC vanille il y a un EPIC qui est présent sur le territoire. Normalement, c'était l'EPIC qui devait se charger du cahier des charges pour l'appellation d'origine contrôlée. Donc en fait, ce cahier des charges, bon, je pense qu'ils ont mis plus de 5 ans avant de le sortir. Donc il est sorti l'année dernière. Et par contre, ce cahier des charges ne nous protège qu'au niveau local. Donc on peut dire que ça ne sert à rien. Donc en fait, il faut plutôt que ça nous protège au niveau national et international. Ça veut dire qu'un pays à l'extérieur qui dit, qui nomme sa vanille de Tahiti ou Taishan Vanilla, bon, on peut le poursuivre en disant, non, tu ne peux pas utiliser cette appellation. Donc là, ce qui reste aujourd'hui à faire, c'est de porter en fait le dossier à Paris pour le défendre et pour qu'il puisse être reconnu au niveau national. Et donc aux dernières nouvelles de l'EPIC vanille, donc c'est un privé qui doit porter ce dossier-là. Ah oui, mais devant l'INPI, Alors non, c'est pas l'INPI. Alors je pense que c'est un service du gouvernement. Alors je sais pas lequel. Donc bon, je vais chercher à savoir comment faire avancer ce dossier-là. Tu veux dire localement, un service de... Non, un service de l'État. Okay. Ouais, donc il faut rencontrer là-bas et je pense que à partir de là, en fait, ça va se déclencher. Voilà, donc il y a encore des choses à faire. Donc en même temps, au niveau de la filière dans son ensemble, je pense qu'on n'est pas assez structuré pour se protéger de l'extérieur. On est encore trop individualiste. On regarde que ce qui se passe aujourd'hui. On n'anticipe pas assez ce qui va se passer demain. Et je pense que c'est à nous à décider de ce qu'on veut faire demain. Là, je parle pour la filière vanille, mais je pense que pour tout, en fait. Il y a un tel potentiel ici en Polynésie française. Donc nous, ce qu'on a fait avec la vanille, je pense qu'on peut le faire avec les mangues, on peut le faire avec d'autres produits locaux. Mais voilà, il faut aimer son produit et puis faut l'exploiter comme il faut. Ouais. D'accord. La culture de vanille sous serre, elle est totalement différente de la culture. Parce que moi, quand j'étais gamin, je suis du Haut-Rhinais, la vanille, ça poussait sur la montagne, sur des piquets en bois, sur les manguiers. Enfin, ça poussait un peu librement, mais pas en serre. Quel est l'avantage de la culture sous serre de la vanille? Alors, l'avantage de la culture sous ombrière, c'est une meilleure productivité. On va dire que donc on est dans un milieu confiné, donc on arrive en fait à passer de tuteur en tuteur et vérifier en fait si la liane elle est en bonne santé ou pas. Donc il est facile en fait de faire le tour de son exploitation parce qu'on est dans un lieu confiné. Maintenant, si on va sur la montagne, en fait c'est tellement grand qu'on ne va pas passer énormément de temps sur les tuteurs qui sont aux extrémités. Donc c'est trop loin, quoi. Donc voilà, c'est un avantage de la vanille sous ombrière. Maintenant, on va dire que le fait de planter sous ombrière, c'est bien pour contrôler la productivité, mais en même temps, au niveau des maladies, dès qu'il y a un départ de maladie, en fait, la maladie, elle se distribue encore plus rapidement que si elle était sur la montagne. Donc, ce qui fait que si on a un pied malade dans notre ombrière, elle peut décimer toute l'ombrière. Ah oui. Ouais. Mais ça, c'est dû à la proximité des tuteurs. C'est dû à la proximité. Bon, les tuteurs, ils sont à peine à 1,50 m, 2 mètres des uns des autres, quoi. Maintenant, quand elle grandit, la liane, en fait, elle continue à grandir. Elle peut même aller sur l'autre tuteur. En fait, elle continue à s'étendre. Et c'est comme ça que les maladies, en fait, elles se distribuent de liane en liane. Et c'est là où, en fait, toutes les lianes elles peuvent mourir, on va dire, en l'espace de quelques mois. Donc ça, justement, quand il y a trop d'humidité, voilà, ce sont des maladies qui arrivent très vite, quoi.
En termes de packaging, donc, vu que c'est toi qui t'occupes de la partie commerciale, j'imagine que c'est toi aussi qui as réfléchi au packaging de ce que vous vendez. Un peu. Est-ce que quelles sont les déclinaisons que vous avez? Vous vendez en gros, vous vendez sous sac sous vide, dans des blisters semi artisanales, parce qu'on voit un peu de tout quand on va par exemple au duty free, il y a des présentations très kitsch, ou alors il y a des trucs beaucoup plus, on va dire, industriels dans le look. Vous vous situez où en termes de packaging? Alors déjà, pour répondre à une des questions au niveau du sous-vide, on a été un des précurseurs. Si ce n'est, nous avons démarré en fait en mettant notre vanille sous-vide, alors que ça se faisait pas avant. Donc tout le monde disait, mais faut pas faire comme ça. Donc pourquoi vous mettez sous-vide alors que personne ne le faisait avant? Et voilà, je pense qu'on sentait un peu en fait. Donc une fois qu'on a préparé la vanille, donc pour une meilleure conservation, donc il faut éviter toute source de chaleur, il faut éviter la lumière, il faut éviter l'air. Donc il n'y a pas mieux que de le conserver sous vide. Et donc voilà, et puis en plus de ça, ça prend moins de place, donc on peut ranger dans des petits bacs et ça se range très bien. Donc on a été les premiers, en fait, les pionniers à mettre notre vanille sous vide. Aujourd'hui, toute notre vanille, que ce soit en kilos, par paquet de 500 grammes, 250 grammes, 200 grammes, 100 grammes, 50 grammes, voire même 30 grammes, ils sont tous sous vide. Tous sous vide. Donc c'est bien, donc, parce que un des éléments en fait importants pour celui qui va le revendre, bon, si je prends l'exemple de Carrefour, hein, c'est que comme mon produit est placé dans les rayons, donc la date limite d'utilisation optimale, il faut qu'elle soit la plus grande possible. Comme ça veut dire que bon, si j'ai pas tout vendu ce mois-ci, le mois prochain, le mois d'après, la vanille elle reste encore bien en fait. Hein. Donc voilà, je pense que le fait de la mettre sous vide, c'est très important pour conserver la qualité de notre vanille. Ensuite, nous, en fait, au niveau du packaging, donc on est resté sur une pochette sous vide. Donc bien sûr, maintenant qu'on a la médaille d'or, donc il y a la petite médaille. Le rappel de la médaille. Ouais, exact, le rappel de la médaille. Donc après, tu as l'étiquette en fait dorée pour faire un peu, pour rappeler la médaille. Donc en fait, avec le nom et tout ce qu'il faut, le numéro de fétis, la date limite d'utilisation optimum sur l'étiquette. Et après, on met ça à l'intérieur d'un petit livret en fait qui explique un peu ce que c'est que la vanille. Ouais, ce que c'est le produit, qu'est-ce qu'on peut faire avec, quelles sont ses qualités. Et donc ça fait un super cadeau pour ceux qui veulent offrir pour des amis qui sont à l'extérieur. Donc, et puis on a une autre déclinaison en fait où on vient de sortir un packaging dans un coffret de luxe en fait. Donc ça c'est aussi pour l'international, donc c'est français et anglais, donc voilà, il faut que ça s'adapte aussi bien pour mais on reste dans de la vanille entière, dans de la gousse entière. Exactement. Vous faites pas de poudre, parce que j'ai vu, je crois que c'était en duty free, hein, des petits bocaux de poudre de vanille. Alors j'imagine qu'on prend ça, on en met un peu dans son café ou. Aussi, ouais, on peut. Ça vous faites ou pas? Non, en fait, nous on s'est spécialisé dans la gousse de vanille. Donc on a voulu en fait donc faire des déclinaisons avec un peu de poudre, un peu d'extrait, mais il faut commencer à se spécialiser. Je dirais faire à petite échelle, c'est faisable. Mais une fois qu'on commence à placer à Carrefour, on commence à exporter. Là, il faut avoir des appareils spécialisés, il faut avoir tout le matériel, donc même les bocaux, les bouchons, tout ça. Oula, c'est tout un truc à gérer. Donc c'est pas impossible, mais en fait on n'a pas voulu se lancer pour l'instant parce qu'en fait le marché de la gousse déjà, en fait, on n'arrive pas à lui répondre. Donc voilà, mais je pense que on a les connaissances pour faire de la poudre, on a les connaissances pour faire et les bases pour faire de l'extrait de vanille. Aujourd'hui, on s'est même essayé à faire de la pâte de vanille. Donc, de la pâte de vanille. Ouais, exact. Ouais. On fait quoi avec de la pâte de vanille? En fait, la pâte de vanille, c'est un très bon élément. Parce qu'en fait, si on se met à la place du chef cuisinier, ou du chef,
Sa difficulté, en fait, c'est d'arriver à doser. Donc, quand il prend une gousse, il ne sait pas s'il va prendre la moitié. Là. Par contre, quand il prend la pâte de vanille, en fait, c'est un concentré. C'est un concentré d'arôme de vanille, donc naturel, où, en fait, il peut prendre juste une petite cuillère et doser son plat, en fait. Hein. Donc, parce que ce retour-là, on l'a aussi avec l'extrait de vanille. Ils aiment utiliser l'extrait de vanille parce que c'est facile à doser, c'est facile à utiliser. Au niveau de la pâte de vanille, donc nous, en fait, comme moi, j'ai cherché en fait à faire de la pâte de vanille. Je voulais absolument que ce soit une pâte de vanille de qualité. Et donc, en fait, l'idée que j'ai eue, en fait, c'était même pas pour faire de la pâte, c'était pour faire de la poudre de vanille de qualité. Parce que pour faire de la poudre actuellement, en fait, il faut chauffer. Donc la gousse de vanille, une fois qu'elle est complètement raide, donc là on la broie. Malheureusement, quand on la chauffe, on perd sa qualité. Oui. Et voilà, comment on peut faire de la poudre sans perdre en qualité? C'est un peu la quadrature du cercle, là, ton truc. Ouais, exact. Mais après, je me suis dit, mais tiens, est-ce qu'on pourrait pas la figer à froid? Et donc j'ai trouvé en fait que par la méthode de cryogénie, donc en fait qu'il y a des sociétés en fait qui la broient à froid par la méthode cryogénique. Hein. Donc la vanille elle est figée, donc gelée, et là boum elle est broyée quoi. Malheureusement quand ça sort c'est pas de la poudre, c'est de la pâte. Ah ouais, donc c'est un produit différent. Voilà, donc c'est fou. Je dis voilà, on a ça sous les bras, on va essayer de le vendre. Hein. Et bien finalement, ça se vend. Bon, on n'a pas fait en quantité, mais pour la petite histoire, Fauchon l'utilise. Fauchon l'utilise. Oui, exact. Donc Fauchon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un épicier de luxe, hein, très très connu en métropole et en Europe. Ça m'amène peut-être à ce qui sera la dernière question, puisque le temps passe vite. Okay. Hein. On arrive en fin d'émission. Fauchon, les distributeurs un peu haut de gamme, Ediard, c'est au travers du salon de l'agriculture que vous les avez rencontrés, ou alors c'est comme ça, allez, on prend son courage à deux mains, on va frapper à la porte de Fauchon, on dit bonjour monsieur Fauchon, je m'appelle Francky, je viens des îles et voilà, j'ai un produit, ça va vous intéresser. Oui, en fait, non, il y a une belle anecdote dessus en fait. Parce que, en même temps qu'on faisait le salon de l'agriculture donc, à Paris, donc on optimisait ce déplacement pour aller voir des professionnels, donc des épiceries fines. Et donc à l'époque, en 2010, en 2011, donc, je me rappelle encore, on allait avec maman, on est passé devant Fauchon. Et même, on est allé voir Ediard. Hein. On est allé regarder à l'intérieur, on a regardé tous les produits qu'ils avaient. Et puis, voilà, on a posé notre échantillon de vanille. Hein. Et puis on a dit on va vous recontacter. Hein. Ça s'est pas fait. Et quelques années après, je pense que les médailles ont fait aussi leur bout de chemin. Et là, c'est Fauchon qui nous recontacte. Et il nous dit en fait, voilà, on aimerait bien acheter vos gousses de vanille. Et moi, je dis oui, je peux vous proposer aussi bien des gousses de vanille que de la pâte de vanille. Et là, ils ont dit ils sont intéressés. Et puis moi, j'explique le process. Il dit ça peut nous intéresser. Est-ce que vous pouvez nous envoyer un échantillon? Et j'ai envoyé l'échantillon. Donc ils ont acheté aussi de la gousse de vanille et de la pâte de vanille. Donc là on était très contents et aujourd'hui on a de très bons rapports avec Fauchon. Voilà, c'est pas toutes les personnes en fait qui travaillent à Fauchon, mais voilà, c'est des personnes qui sont là qui sont responsables des achats. Donc avec qui on travaille. Hein. Et donc après, petit à petit, donc avec tous les contacts, il y a une autre personne qui me dit mais tiens, je connais l'acheteur de Ediard. Je dis oui, mais on va attendre un peu parce que pour l'instant, on souhaite aujourd'hui donc s'investir dans une plus grosse production déjà pour pouvoir répondre à la demande au niveau de la gousse. Mais après, voilà, on va faire des déclinaisons au niveau de la poudre, de l'extrait et de la pâte de vanille. D'accord. Alors, vraiment, dernière question et après on va terminer là-dessus. Aujourd'hui, voilà, je suis un jeune ou quelqu'un de moins jeune, je veux me lancer dans la vanille. Qu'est-ce que tu me conseilles? Quels sont les 3 conseils que tu me donnerais?
Alors, moi je dirais déjà de ne pas se lancer sur un coup de tête. Il faut se lancer dans la vanille. On va dire, c'est un marché qui est porteur. Mais par contre, il faut avoir les reins solides. Ça veut dire qu'il faut être, quand on se lance aujourd'hui, cette année, en 2016 par exemple, il faut se dire que pendant 3 ans, surtout si on est un jeune, on n'a pas de rentrée d'argent. On n'a que des charges. Voilà, que des charges. Donc voilà, il faut pouvoir passer un certain cap, mais je veux dire, en moyenne, si on arrive à passer les 6-7 ans d'activité dans la filière, là, simplement, on commence à pouvoir vraiment se payer. Donc voilà, on va dire que c'est un investissement à moyen long terme. Donc c'est peut-être pas la meilleure source à faire, mais je dis que par exemple, même la tomate, les légumes, en fait, ça peut rapporter plus tôt. Mais dans le temps, si vraiment on veut, et si vraiment la vanille, ça vous intéresse, moi je pense que, ouais, on peut le faire. Maintenant, il faut producteur, tout le monde peut être producteur. Bon, après, il faut s'intéresser, il faut aller voir d'autres producteurs. Ensuite, pour être préparateur, donc voilà, il faut se former à la préparation. Mais de manière plus générale, je dirais, si un jeune veut commencer s'intéresser à la filière vanille, moi je dirais qu'il faut qu'il fasse au minimum de la production et de la préparation. Et que si demain, en fait, il a besoin de vendre sa vanille, on est là. C'est sur cette note un peu commerciale, mais écoute, il faut ce qu'il faut qu'on va terminer cette émission. Francky, je te remercie, et puis peut-être qu'on se reverra dans quelques années quand tu auras développé de nouveaux usages, de nouveaux produits innovants autour de notre vanille, ou d'autres produits, qui sait. En tout cas, je te remercie beaucoup, Maruru. Avec plaisir.